Donc, rebonjour à tous. Donc, je vais vous démontrer un peu comment que la géomatique a pu aider là, au niveau de la reconstruction. Donc, je suis urbaniste de formation, donc je vais vous montrer plus au niveau des notions, au niveau d'urbanisme, par rapport vraiment là, comment que la géomatique a pu m'aider là, pour la reconstruction de la ville de Lac-Mégantic. Donc, rapidement, là, juste pour faire un rappel historique, c'est suite aux événements du 6 juillet, il y a eu plusieurs commerces. On parle d'une centaine de commerces et de places d'affaires et plus d'une centaine d'habitations qui ont soit été détruits ou sont tout simplement inaccessibles là, pour des raisons de sécurité civile. On parle de contamination. Là. Toute la zone en jaune ici là, est présentement inaccessible. Là. Le périmètre a été modifié, mais on parle de tout le centre-ville inaccessible là, pour... bon, on retrouve du pétrole en dessous des bâtiments, puis toutes sortes de raisons de cet ordre-là. Donc, ça rend la zone inaccessible. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'on a vu aussi avec les gens de la MRC? C'est que il y a eu un éclatement commercial. Veut pas, les gens, là, les commerçants, c'est leur pain puis leur beurre. Donc, veut pas, il faut qu'ils recommencent à opérer. Donc, ils se sont relocalisés. Donc, une espèce d'étalement, une hémorragie qui s'en est suivie. Donc, les gens se sont dispersés un peu partout sur le territoire de façon temporaire, mais également de façon permanente. Donc, ça crée une grosse problématique parce que, du point de vue urbanistique, dans le fond, la vitalité d'un centre-ville dépend d'une certaine façon de la concentration qu'on a des commerces. Si toute la vitalité vient de là. Donc, c'est sûr que si on étale tout ça, on n'a plus de centre-ville, on n'a plus de centre-ville animé, donc on perd tout. Donc, qu'est-ce qui a été fait rapidement? Un programme particulier d'urbanisme, donc, qui a été adopté en septembre 2013. Ça donne des pouvoirs particuliers à la ville, puis ça se donne également là, une vision d'un nouveau centre-ville. Qu'on a élaboré là, avec une firme d'urbanisme. Donc, on voit, là, il y a 3 zones. Donc, dans les 3 zones, on voit la zone centre-ville, la zone centre sportif, notre centre sportif qui était récemment construit, et une zone Fatima qui était qu'on veut relocaliser les grandes surfaces. Donc, on a créé un plan de match. À partir de ce plan de match-là, je vais vous montrer comment on s'est servi de la géomatique là, pour pouvoir reconstruire le centre-ville. Donc, une des premières étapes dans ce plan de match-là, c'était de faire un nouvel axe commercial. Donc, l'idée, c'était de créer un nouvel axe en créant des condos commerciaux. Je ne sais pas si vous avez... Ça fait beaucoup de manchettes à la TV, ça, ces fameux condos-là. L'idée, c'était de ramener les commerces, surtout les commerces de vente au détail, puis les commerces de restauration, de tous les rassembler ensemble. Donc, leur offrir une certaine opportunité de pouvoir se rassembler ensemble. Donc, ça permettait d'éviter des fuites. Donc, en créant ce projet-là, on a comme freiné d'une certaine façon là, l'étalement commercial. Donc, les projets qui sont présentement sont tous construits et pratiquement tous occupés. Là. Il reste peut-être 2 ou 3 locaux de vide. Donc, c'est un projet là, qui a quand même bien fonctionné. On a pu rétablir là, une bonne majorité des commerces de vente au détail et de restauration dans le secteur. Pour construire cet axe commercial-là, il y avait vraiment plusieurs défis parce qu'on se retrouvait avec une multitude de contraintes là, que je vais vous présenter parce qu'il fallait dessiner le tracé, mais en fonction des contraintes. Donc là, c'est à ce moment-là que la géomatique a été vraiment primordiale pour déterminer le tracé. Donc, le premier élément, on se retrouvait dans une espèce de triangle ferroviaire. Donc, il fallait respecter des triangles de visibilité imposés là, par rapport à Transport Canada quand on traverse des voies ferrées. Puis quand on arrive dans un secteur où il y a des triangles dans une espèce de 2 voies ferrées qui traversent, c'était pas nécessairement évident. Donc, il fallait que le tracé soit adapté en fonction de ça et que la signalisation ferroviaire soit ajustée aussi là, en fonction là, des traverses qu'on devait faire. L'autre élément important, c'est le centre sportif. Le centre sportif est devenu, d'une certaine façon, l'espèce de centre névralgique. Tous les organismes communautaires se sont retrouvés à l'intérieur du centre sportif. On parle de la Croix-Rouge, la sécurité civile. Il y avait d'autres organismes au niveau du gouvernement aussi, là, au niveau des finances. Tout le monde était situé là. C'était vraiment le centre là, pour accueillir la population. Parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'à l'origine, c'était la polyvalente. Mais la polyvalente, les cours académiques recommençaient, donc il fallait qu'on libère la polyvalente. Donc, on a tout transféré au centre sportif. Qu'est-ce qui était important ici, c'était de s'assurer que, malgré toute la construction de cet axe-là, que jamais on couperait le lien
du centre sportif parce que, comme vous pouvez voir, le centre sportif est comme isolé. Donc, si on coupe le chemin ici pour construire une route, on se retrouve que le centre sportif est isolé. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a planifié une route. Là, je ne l'ai pas amené en plan, là, mais on a planifié une route sur un terrain qui appartenait à la compagnie Valero qui nous ont donné des droits de passage. Donc, ça nous a grandement aidés, là. Une autre contrainte, c'était la présence d'un milieu humide. Donc, un petit milieu humide qui a un certain intérêt. Donc, il faut respecter les bandes riveraines. On a des normes environnementales. C'est pas parce qu'on est dans une situation d'urgence qu'on peut passer en plein milieu d'un milieu humide. Donc, il fallait respecter les règles par rapport à ça. On a une rivière à traverser avec une importante zone inondable. Donc, on voit la rivière. Il y avait un autre point important, c'est la présence d'une usine qui emploie une cinquantaine d'employés qui était en opération puis qui est toujours en opération. Donc, c'était tout un défi de réussir à cohabiter la route avec l'usine le temps qu'on puisse faire déménager l'usine. On a toujours espoir qu'elle puisse déménager, mais la route aujourd'hui est pratiquement complétée. Elle va être ouverte d'ici le 15 octobre, puis l'usine est toujours en opération. Donc, le défi a quand même été réalisé. Mais l'idée, c'est faut que l'usine puisse quitter, là, parce que c'est sûr que la cohabitation de l'usine puis de la route, surtout que l'usine, ça court à bas et située de l'autre bord de la rue, c'est pas un bon mélange. Là, ça peut être explosif là, dans le futur. Un autre point important, c'est l'historique du terrain. Comme vous pouvez voir, la rivière était un peu plus large à l'époque. Il y a eu plusieurs remblais, donc on se retrouve avec une problématique de sol qui n'est pas très porteur ou de remblais à très fort potentiel de contamination parce que c'était un peu une dompe là, qui était faite par la compagnie ferroviaire, là. Donc, c'est un élément là, important à considérer. L'autre point, avec les photos aériennes, vous voyez ici, c'est un roundhouse, c'est une espèce de truc pour virer les locomotives à l'époque, donc avec des garages. Donc, ça a généré des immenses dalles de béton, puis c'est bien évidemment, quand ils ont démantelé ça, ils n'ont pas enlevé le béton du sol. Donc, il fallait le prendre en considération dans la construction de la route et des bâtiments. Donc, on a fait concasser des tonnes et des tonnes de béton là, par rapport au roundhouse. Donc, une autre image, là, ça, c'est juste la rivière Chaudière pour vous montrer là, l'espèce d'étendue là, que la rivière avait. Un autre point important, c'est au niveau des données de contamination. Toutes les données qui ont été faites par la firme environnementale, on les a rapatriées dans nos systèmes de géomatique pour savoir quels sols sont contaminés, à quoi, qu'est-ce qu'on peut construire. Donc, c'est des données cruciales là, quand on vient pour planifier là, la construction d'une nouvelle route puis un nouvel axe commercial. Un autre point là, important, c'est au niveau des secteurs grande surface. Donc là, on a fait la première secteur ou le centre sportif, puis le secteur grande surface. Bon, il était primordial pour la ville, dans le fond, de s'assurer que les commerces d'importance, des commerces des générateurs d'achalandage qu'on appelle dans le domaine les anchors, on parle de Jean Coutu, de Métro, de la Banque nationale, qui puissent être situés proches du centre-ville. Parce qu'à l'origine, eux, suite à la catastrophe, étaient prêts à se revirer de bord. Ils se situaient directement vers le haut, dans le nord complètement de la ville, proche du centre d'achat. Donc, en perdant ces commerces-là, on perdait un peu tous les générateurs d'achalandage. On perdait la vitalité qu'on voulait pour le centre-ville. Donc, il fallait leur trouver un secteur à proximité du centre-ville. Donc, on leur a trouvé le secteur qui était appelé le secteur Fatima, qui est au sud de la rivière. Donc là, l'idée, c'était de trouver des terrains pour le Jean Coutu, la Banque nationale et le métro. La problématique qu'il y avait, c'est comme vous pouvez voir, c'est des terrains qui étaient tout construits. Donc, c'est toutes des résidences qu'il y avait sur ces terrains-là. Donc, il fallait procéder à un important processus d'acquisition de terrain. Puis également, là, suite à ça, faire du morcellement de terrain. Ça s'est quand même assez bien déroulé. Sur l'ensemble des terrains, il y a eu 17 acquisitions qui se sont faites de gré à gré. Il y en a eu malheureusement 4 qui ont dû être expropriées. C'est des pouvoirs qui sont donnés en vertu là, du programme particulier d'urbanisme que j'ai parlé précédemment. Là. Ça donne des espèces de pouvoirs d'expropriation, mais l'idée, c'était de réussir de les acquérir de gré à gré. Donc, ça nous a permis vraiment, avec la géomatique, là, d'avoir un plan de match, toutes les données sur chacune des résidences, les valeurs des résidences
aussi, quand c'est le temps de faire du remembrement de terrain, définir des besoins de chacun des grands joueurs, dont Jean Coutu, la Banque nationale, les métros et la SAQ là, qui va être mêlée à tout ça. Donc, il fallait vraiment procéder à une espèce de morcellement, puis s'assurer qu'ils viennent se construire dans le secteur. Donc, aujourd'hui, la métro va ouvrir le 15 octobre, la Banque nationale en décembre, puis Jean Coutu il est en construction, donc devrait être opérationnel au début de l'année 2015. Un autre élément là, qui est important à considérer, c'est encore l'historique. Donc, on voit Jean Coutu, il y avait une station-service. On voit là, la rivière qui déborde, qui était beaucoup plus large. Donc, on se retrouve avec toutes sortes de remblais encore qui sont à très fort potentiel de contamination, mais c'est surtout du brintis, donc c'est pas très construisible, c'est problématique. Puis, l'usine qui est située maintenant dans ce secteur-là était située là à l'époque. Donc, c'est bien évident que ces photos aériennes-là, historiques, nous aident énormément parce qu'on peut savoir à quoi on s'attend de trouver qu'est-ce qu'il y a dans le sol. Au niveau du centre sportif, en créant les condos commerciaux, il y a eu un intérêt pour construire autour des projets d'intérêt privé. Donc, il y a eu une opération de morcellement qu'on a faite dans le secteur du centre sportif pour vendre des terrains parce que la ville possédait tous les terrains dans le secteur. Donc, c'est ce morcellement de terrain-là, puis la construction des nouveaux bâtiments devait tenir compte de la topographie, des zones inondables, des voies ferrées, des lignes électriques, la présence de terrains contaminés. Donc, présentement, il y a eu 3 terrains là, qui ont été morcelés. Donc, ça va permettre la construction d'une espèce de centre là, administratif qui avait tous des services qu'il y avait au centre-ville. Le bar laitier qui est aujourd'hui opérationnel, qui est fini de construire, puis le fameux Muscafé qui est présentement en construction, qui devrait être terminé sous peu. Finalement, la dernière zone, la zone du centre-ville, depuis le début de l'année 2014, il y a d'importantes démarches là, qui sont faites là, au niveau des citoyens, la participation citoyenne. Donc, l'idée, c'est de faire participer les gens afin de développer une espèce de scénario d'aménagement qui est vraiment représentatif de la population. Donc, de tout ça, en est sorti un plan de match. Donc, toute cette espèce de plan là, qui a été fait en fonction des volontés de la population. Tout ce plan-là a été intégré là, au niveau des données de la géomatique, puis ça va être très important parce que, dans le fond, beaucoup de bâtiments risquent d'être démolis parce qu'on se retrouve avec, comme j'ai dit tantôt, un problème de contamination en dessous des dalles de bâtiments. Donc, ces bâtiments-là, il n'y a pratiquement aucune façon d'enlever la contamination. La seule solution envisageable, c'est vraiment de les démolir. Donc, on va se retrouver avec beaucoup de terrains vacants. Donc, quand ça va être le temps de revendre ces terrains, de faire un remembrement de terrain, c'est sûr que les outils de la géomatique vont nous être très, très utiles. Donc, on est présentement dedans, donc c'est un work in progress. C'est le premier plan qui a été sorti. Les démarches auprès de la population ne sont pas encore terminées, donc c'est une espèce d'ébauche là, qui a été montrée. Avec tout ça, au niveau de la géomatique, au niveau de la ville de Lac-Mégantic, on a une espèce de base de données qui est sur un web base. Donc là-dessus, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a toutes nos données. Avant la catastrophe, on avait déjà toute une espèce de panoplie d'informations qu'on voit. Il y avait on voit, là, j'en ai juste sorti une espèce d'image, mais là-dessus, on a l'infrastructure, on a on peut avoir le zonage, on a les différentes photos aériennes là, d'époque et d'aujourd'hui. Également, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est ajouté, c'est tous les projets. Donc, chaque projet qui se construit en ville, on l'incorpore. À chaque fois qu'il y a une opération de morcellement de terrain cadastral et tout, on l'incorpore aussi. Les sols qui sont contaminés, les sols qui ont été excavés qui ne sont plus contaminés, toute l'information qu'on a, on essaie de toute la rassembler dans le même système. Ça permet aux différents services de la ville, les services de gestion de projet, les services d'environnement, services techniques, d'avoir constamment accès à une information mise à jour puis qui les aide énormément dans leur prise de décision. Donc, puis aussi, chaque entité, chaque entité immobilière, il y a un dossier rattaché à ça. Donc, tous les plans de construction, tous les rapports environnementaux, les rapports d'évaluation sont tous intégrés. Donc, tout le monde a accès à ces données-là. Ça fait en sorte que ça fait un meilleur partage d'informations. Puis finalement, je vais vous montrer rapidement une petite vidéo. Là. Toute cette information-là a été donnée à une firme qui est Graph Synergie qui nous a monté une vidéo. L'idée, c'était de présenter le centre-ville
de le modéliser. Donc, avec toutes les informations qu'on avait, qu'on leur a fournies, on pu modéliser. Puis, dans le fond, ça permettait, surtout pour la démarche de réinventer la ville, d'avoir une image en 3D là, du nouveau centre-ville. Parce que, veut pas, nous, en urbanisme, bon, on a quand même une bonne vision 3D de tout ça, mais la plupart, les gens, les citoyens et tout, ont besoin de voir. Puis la modélisation, ça l'aide beaucoup. Donc, je vais vous présenter cette vidéo-là. On voit ici les condos commerciaux. Donc, je vais peut-être le commenter au pire. Donc, la zone directement en face de l'église, là, tout ce qu'on voit en face, c'est le centre-ville. C'est des formes aléatoires là, qui ont été faites pour représenter un peu la forme du centre-ville. C'est considérant qu'on ne connaît pas quels bâtiments seront détruits et non détruits. Donc, c'est un petit peu plus complexe, cette zone-là. Donc là, on voit là, vraiment globalement là, tout ce que ça représente. C'est un outil qui est quand même assez utile pour... on l'utilise au niveau des architectes. On leur donne souvent, quand ils construisent des nouveaux bâtiments dans le secteur, ça leur permet, dans le fond, d'avoir une vision un peu 3D. Au niveau des volumétries, c'est quand même très intéressant. Là. Ça permet une meilleure implantation. Donc, on essaye là, avec les différents professionnels, quand ils ont un projet de construction proche de la zone, on prend cet outil-là qui est comme en link. Donc, on leur donne, ça leur permet de naviguer dedans puis pouvoir mieux implanter leur projet.